Monsieur Schmitt, j'ai la joie de vous présenter Monsieur Certain, le fils que vous avez eu avec Denise. Le voici. Durant la guerre, enrôlés dans le service du travail obligatoire, Nicolas Schmitt et Denise Lecoq se rencontrent en Allemagne, s'aiment et vont avoir un fils. La guerre finit un jour, Denise et l'enfant disparaissent. 40 ans après, Nicolas ne comprend toujours pas ce qui a pu se passer, mais espère encore les retrouver. Vous vous appelez Nicolas Schmitt. C'est bien ça. C'est bien ça. Vous avez aujourd'hui, Monsieur Schmitt, 62 ans. C'est bien ça aussi. Et vous habitez à Arlon, en Belgique. En Belgique. C'est un citoyen belge. La lettre que vous avez écrite est, je dois le dire, un véritable roman d'amour. Si, c'est un roman d'amour, si, au commencement, tout au moins. Un roman d'amour qui se termine, et là c'est tout le problème dramatique, par un point d'interrogation que nous allons tenter, si vous le voulez bien, de transformer en point final. Alors je vais d'abord, si vous le permettez, raconter ce roman d'amour qui débute en 1942, en Allemagne, près de Munich, où vous vous êtes retrouvé après avoir été pris dans une rafle et vous avez été réquisitionné par le STO, le fameux service du travail obligatoire. Vous avez tout juste 20 ans. Oui, à peine. À peine. Vous êtes soudeur spécialisé, hein, et vous êtes dans une usine allemande qui fabrique des pièces détachées. Je crois que vous n'avez jamais su très bien quoi savez ces pièces. Hein. On n'a jamais su. Vous n'avez jamais su. Vous travaillez là depuis 11 mois, lorsque vous tombez malade, pleurésie, et vous êtes soigné à l'hôpital. Et alors là, un jour... Est-ce lui ou elle qui a parlé le premier? Oh, plus personne ne saurait le dire. Toujours est-il que lui, Nicolas, prend le frais lorsque de la fenêtre voisine lui parvient une voix de femme. Vous êtes français? Non, je suis belge. Vous êtes française? Elle se prénomme Denise. Elle aussi a été réquisitionnée par le STO. Elle aussi a été malade, et elle aussi voudrait bien que cette saleté de guerre finisse. À travers les barreaux, la conversation s'engage. Phrases d'espoir, réconfort mutuel, échange de confidences. Le courant passe. J'ai 20 ans, et vous? 21. Est-ce qu'on pourrait se voir? Ah oui, ce serait la moindre des choses. Mais ce qui serait simple en temps de paix devient très compliqué en temps de guerre. Les hommes et les femmes vivent séparés et toute tentative de rapprochement est sévèrement sanctionnée. On pourrait se voir à la messe le matin. Idée formidable, aussitôt adoptée. Dès le lendemain, Nicolas est à la chapelle. Dans les rangs des femmes, une tête se penche et parcourt le rang des hommes. Et deux regards se croisent. Moment magique, instant suprême où toute vie semble suspendue, hors du temps. Minute d'éternité où deux cœurs volent à la rencontre l'un de l'autre dans ce que la création a inventé de meilleur et que l'homme appelle l'amour. Alors Nicolas et Denise décident de se revoir. Comme elle quitte l'hôpital dès le lendemain, Denise désigne un banc dans le parc sous leur fenêtre. Dimanche, je viendrai en visite. Attendez-moi là. Pendant des jours, Nicolas ne pense qu'à ce rendez-vous. Pendant des nuits, le jeune homme se répète qu'elle ne viendra pas, ce serait trop beau. Et le dimanche arrive. De fait, l'heure des visites est presque achevée et personne n'est venu. Nicolas est perdu dans ses pensées lorsqu'une voix au-dessus de sa tête le fait sursauter. Nicolas? Denise? Il va y avoir d'autres visites? Et puis Nicolas reprend son travail. Il est soudeur électrique et cette spécialité rare, liée au fait qu'il parle parfaitement l'allemand, lui procure des facilités. Il revoit Denise souvent. Il la revoit tous les soirs. Avec la complicité des copains du camp, il réussit à se faire un nid dans un bois proche. Un nid où il retrouve celle qu'il aime et où il passe la nuit. Tous les deux se moquant éperdument des alertes des nazis de la guerre. Seul à seul, cœur à cœur, sous le regard des étoiles. Nous avons tenté de raconter, d'après votre lettre, votre histoire d'amour.
C'était Jacqueline Yegel et Patrick Lorette qui ont tourné ces images avec Nino Fratellini et Olivier Destrel. Alors cela va durer des semaines, des mois de bonheur et d'amour. Et puis un jour, Denise vous apprend, monsieur, une grande nouvelle. Elle va avoir un enfant. Et vous êtes fou de joie. Et vous pensez tout de suite que ce sera un fils. Vous êtes sûr que ce sera un fils. Pas pourquoi, que c'est une sorte de prémonition. Comme tous les pères, je crois. Oui, peut-être. Mais alors, vous voulez qu'elle rentre en Belgique, parce que vous ne voulez pas qu'elle accouche là, vous voulez qu'elle accouche chez vos parents, finalement, qu'elle accouche à l'abri, en quelque sorte. Il y avait trop de risques. Il y avait trop de risques, voilà. Et alors, le dieu de l'amour veille sur ceux qui s'aiment, car de fait, quelques semaines plus tard, Denise a l'autorisation de quitter l'Allemagne pour aller accoucher en Belgique. Et alors, vous aviez raison sur toute la ligne, car c'est un garçon. Et vous le prénommez Félix. Pourquoi Félix? Parce que... J'ai un ami qui est tombé le 12 mai 40 et qui s'appelait Félix. Donc Et c'est en vous. mémoire... Oui, c'est vous qui décidez de l'appeler Félix. C'est moi qui décide de l'appeler Félix. Très bien. Enfin, ça avait été décidé de commun accord. Si c'est un garçon, ce sera Félix, parce que mon ami était... Je n'ai eu que cet ami-là, de toute façon. D'accord. Seulement voilà, un inconvénient majeur existe. Denise est mariée. Nicolas, monsieur, vous le savez bien sûr, et vous savez aussi que votre compagne va divorcer le plus vite possible, mais pour vos parents, cela risque de faire un peu un scandale. Donc on... Alors, dessus. On dit rien. voilà, hein, vous allez un petit peu... On dit rien. Voilà, vous allez taire l'affaire. Bon, vous envoyez donc Denise là-bas, mais vous ne dites pas la situation exacte. Hein. Bon, très bien. C'est pas la peine De toute façon, de bousculer leurs habitudes bourgeoises. Voilà, bon. Alors donc, on ne dit rien. Il sera bien temps de le faire plus tard, quand vous serez là-bas, quand vous les reverrez de vive voix. Et alors, l'enfant est déclaré sous le nom de Félix Tensorier-Schmitt, Tensorier étant le nom de femme de Denise. Voilà. Quelques mois passent. Et puis alors là, un jour, vous êtes en Allemagne, vous toujours, hein, on vient vous dire, quelqu'un vous attend. Vous allez voir. Qu'est-ce que vous voyez, Denise Denise, et, mon fils. et votre fils? Elle vous dit, en quelque sorte, je m'ennuyais trop de toi, je reviens, je ne pouvais pas être loin de toi. Donc, elle revient en Allemagne pour être près de vous. C'est une formidable preuve d'amour. C'est pour vous un moment d'indicible bonheur. C'est vraiment une grande joie que rien ne pourra jamais effacer. Et je cite votre lettre, monsieur Schmitt, que nous avons lue longuement. Notre protecteur, le Dieu de l'amour, dans son infinie bonté, étendra encore une fois son bras au-dessus de nous. On nous fit une place dans le camp. On nous donna une chambre pour nous trois seuls. Notre histoire d'amour dépassait les Allemands eux-mêmes. Comment ne pas croire à une divinité suprême quand on vit des moments d'une telle intensité? Nous étions heureux, oui, je peux le dire, je peux l'avouer. Nous étions heureux. Et puis, c'est le printemps 1945. Les Alliés, bien sûr, ont envahi l'Allemagne. Entre-temps, votre usine a été bombardée, mais grâce à Dieu, grâce au ciel, vous trois, vous n'avez rien. Et vous êtes libérés. Bien sûr. Et alors, vous rentrez par tout un périple qui n'est pas intéressant, mais vous rentrez chez vos parents en Belgique, à Arlon précisément. Oui. Et alors, c'est là, après quelques jours, je suppose, que vous apprenez la vérité. Quelques semaines. Quand Quelques semaines que vous apprenez la vérité à vos parents. Comment ça se passe, là, cette vérité? C'est un peu le drame au début. Hein. Oui. Et comment c'est possible? Tu ne pourras pas te marier, et ainsi de suite. J'ai dit, si, elle va divorcer, il n'y aura pas de problème, étant donné que tout est déjà en cours. On va prendre un avocat. On a pris le consul de France. Oui. Pour que faciliter, on a versé des acomptes. Je dis, il n'y a pas de problème. D'ici 1 an ou 2, Tout sera arrangé. Voilà. Denise sera divorcée, on va se marier. Et moi, j'ai mon travail, et puis ça va. Bon, il y a eu des grincements de dents, forcément, ils étaient d'une autre époque. Et puis, ça s'est quand même tassé. Et puis, l'enfant a fait beaucoup de choses, forcément. Oui. Hein. Alors, vous vous installez donc à Arlon. Vous reprenez votre travail. Bien sûr. Installateur sanitaire et chauffagiste, je C'est crois, à ça. l'époque. Hein. Vous faites des démarches donc auprès du consul de France, vous venez de le dire, pour entamer le divorce de Denise. Enfin, bon, tout va bien, nous. Tout va bien. Comment sont les relations, alors je dirais précisément de Denise avec vos parents? À votre avis, elles étaient bonnes? Oui, oui, j'ai jamais vu. Vous n'avez jamais vu quelque chose? Elle était admise, et on attendait le divorce, et puis pour que ça... Ça dure combien de temps, alors, avant le jour où nous allons parler dans quelques instants? Ça dure combien de temps, comme ça, Arlon? Bien. Quelques mois. Quelques mois où tout se passe, où ça va? Oui, Où ça va? oui. Et puis alors, un jour, vous revenez du travail, vous rentrez du travail, Oui, du travail. la porte de votre appartement est entrouverte, vous êtes surpris déjà par cela, Mais oui. vous entrez... J'entends pas de bruit, j'entends pas de voix. Oui, Je dis, tiens, c'est étonnant, parce que c'était la première fois qu'elle n'était pas là quand je Oui. rentrais du travail. oui, et alors, il n'y avait plus personne. Plus personne.
Ni elle, ni votre enfant. Plus personne. Et pas de lettre, rien. Rien. Pas un mot. Aucune explication. Aucune explication. Vous n'avez aucune adresse pour la joindre. Parce que finalement, vous avez très peu parlé de votre passé oui. l'un à l'autre. hein. Oui, non. Il est très curieux de voir Enfin, que vous ne moi, savez j'ai pas- rien d'elle, pour ainsi dire. Moi, je n'ai rien, non, d'elle, juste le nom de ses parents, mais pas d'adresse réelle. J'avais fait table rase, on a dit, bon, oublie tout ça, tu vis en Belgique, tu vis avec nous, on va se marier, donc oublie si c'était un... Je voulais rien savoir de tout ça. J'ai compris. Alors vous êtes, je cite votre lettre, brisé, anéanti, un édifice venait de s'écrouler sur moi. Après plusieurs jours de désarroi, de chagrin, blessé et brisé au moral et au physique, je dus me rendre à l'évidence, j'étais seul, tout seul. Quelle explication à cette époque-là vous donnez vos parents du départ de Denise? Elle a rejoint son mari, ça pouvait donc pas aller. On t'avait prévenu qu'avec une femme mariée, ça pourrait pas aller. Vous savez tout ce qu'on peut dire à un fils unique, Oui. à qui qu'on retrouve après 5 ans de captivité, enfin. Alors, Quelque et temps les plus parents tard. veulent toujours tout savoir. à Ouais, oui, l'avance. je sais bien. Quelque temps plus tard, vous êtes appelé au service militaire. Oui. C'est ça qui m'a un peu sauvé, je crois. Et comme vous n'avez toujours pas de nouvelles de Denise et de votre fils, finalement, vous vous résignez Oui. Oui. à accepter leur départ. On ne pouvait rien faire d'autre. Oui. Alors je cite de nouveau, puisqu'elle l'avait voulu ainsi, qu'elle soit heureuse avec notre enfant et que la vie lui apporte et lui donne ce qui devait sans doute lui manquer dans notre petite ville belge. Et le temps passe, et vous vous efforcez d'oublier. Et vous rencontrez celle qui va devenir votre femme, Enfin, et vous avez des enfants. j'ai un fils. Voilà. Vous retrouvez, c'est vous qui le dites d'ailleurs, une stabilité, un but. Et puis un jour, longtemps après, vous recevez la confidence d'une parente, et cette confidence va de nouveau bouleverser votre vie Ça recommence. et raviver Voilà. vos remords. Vous apprenez que pendant votre service militaire, Denise est revenue à Arlon avec votre fils. Avec mon fils, bien sûr. Comme vous n'étiez pas là, elle s'est présentée chez vos parents. Il semblerait qu'il y a eu des phrases assez difficiles, dont une phrase de Je ce n'ai genre. pas assisté, je ne peux pas confirmer ni infirmer. Oui, mais enfin, Oui, d'accord, il oui, semble, oui. nous voulons bien garder l'enfant, mais vous jamais, en Oui, quelque là. sorte. Hein, c'est là, C'est ça. c'est le refus absolu de absolu. cette femme, Oui. mais pas de l'enfant, mais de la femme. D'après la parente, c'est ça. Bien. C'est ce qui s'est passé. Alors Denise repart avec votre fils pour ne plus jamais, alors là, donner signe de vie. Et ça m'a un peu étonné quand je l'ai appris, alors qu'elle avait bravé les Allemands, qu'elle n'a pas bravé, qu'elle n'a pas surpassé ma famille, hein, D'accord. qu'elle n'a pas cherché à revenir en Allemagne où j'étais en occupation à ce Oui. moment-là. Alors bien sûr, cette révélation vous oblige à vous poser des tas de questions, c'est les bien questions que vous vous posez là tout de suite. Si Denise est revenue avec l'enfant, c'est peut-être parce qu'elle n'obtenait pas de réponse à des lettres. Oui. Parce que vous avez pensé à ça aussi. j'y ai pensé aussi. Et vous avez soupçonné vos parents, et en particulier votre maman, Oui. d'avoir intercepté votre courrier. Aujourd'hui, votre maman est disparue, mais votre père vous a, je crois, fourni tout récemment la preuve que vous n'aviez pas tellement tort et que sans doute des lettres ont été interceptées. Donc, on vous a remis récemment des documents. Des documents et des photos d'ailleurs. Et des photos. Que je croyais anéantis pour toujours. Voilà. Et puis, vous avez appris tout dernièrement aussi que Denise avait réussi à obtenir le divorce le 16 octobre 1945. Elle est revenue à Arlon en 46-47, pendant que vous étiez au service militaire. Entre 46 et 47. Elle venait peut-être vous dire, je suis libre, nous allons pouvoir nous marier. Oui, oui, peut-être. Votre épouse, que vous avez rencontrée par la suite, et je crois, et vous avez précisé, depuis toujours et depuis l'origine au Depuis courant de cette histoire Avant de me d'amour. marier, j'ai bien spécifié, si un jour mon premier fils devait revenir, il serait accepté comme officiellement le mien. C'était la condition que j'avais dit pour me marier. Oui, Si elle disait non, je ne me serais pas marié avec elle. oui. Mais votre Ce femme a dit fils- oui. Oui, elle a dit oui. D'accord. Alors aujourd'hui, connaissant cette conspiration contre Denise, on peut supposer que n'y tenant plus, elle était peut-être partie d'abord pour divorcer, et puis par la faute de parents, peut-être de votre maman un petit peu, votre beau roman d'amour avec Denise s'est terminé pour elle par une tragédie. Alors ces révélations, on comprend, vous ont profondément bouleversé, et alors vous nous écrivez pour que nous entreprenions des recherches afin de retrouver Denise et Félix. Avant de vous révéler les différentes étapes de notre enquête, je tiens à vous préciser, monsieur, comme toujours, c'est l'habitude, que vous vous engagez à recevoir la vérité, aussi dure soit-elle, Oui, bien sûr. car la vérité Elle a est déjà la été règle dure. absolue Elle a déjà été dure jusque maintenant. de notre émission. Alors, les renseignements que vous nous fournissez tiennent en quelques mots
et nous commençons notre enquête. Pour commencer cette enquête, nous sommes venus au Mans. Pourquoi le Mans? Eh bien, selon les informations de M. Nicolas Schmitt, nous savons que Denise Lecoq et ses parents habitaient à l'époque, en 39-40, la ville du Mans. Et paraît-il, le père de Denise travaillait comme armurier dans cette ville. Alors toute la journée, nous avons cherché une armurerie au nom de M. Lecoq et malheureusement, nous n'avons rien trouvé. En revanche, nous avons découvert la plus vieille armurerie de la ville du Mans, qui est ici derrière moi, et qui s'appelle Guéguen-Badinant. Cette armurerie a été créée en 1926. Alors, nous allons trouver immédiatement les propriétaires et nous allons leur demander s'ils connaissaient à l'époque, en 1939-1940, un monsieur Lecoq. Je ne connais pas d'ouvrier armurier au Mans portant ce nom-là. Je n'en ai pas connu et je suis au Mans depuis 1926. Donc, je pense que je peux m'assurer que je n'ai jamais connu d'armurier à ce nom-là. Est-ce que vous n'aviez pas des employés ici qui auraient pu porter ce nom de Lecoq? Non, ni chez nous, ni chez notre collègue, parce que nous étions en bon rapport et qu'on connaissait le personnel. Il n'y avait pas de Lecoq, ni chez lui, ni chez nous. Et à l'époque, au Mans, n'y avait-il pas une autre entreprise qui employait du personnel et qui fabriquait de l'armement? Si, il y avait une autre usine qui est venue s'installer juste avant la guerre, donc pour les années dont vous venez parler, qui s'appelait... j'ai oublié le nom. Manurin. Et elle fabriquait des armes pour la guerre. On l'appelait aussi la cartoucherie, parce qu'elle devait avoir aussi une fonction dans cette branche-là. Mais nous n'avions aucun rapport, quoi. Oui, mais est-ce que vous ne pensez pas que ce monsieur Lecoq aurait pu être employé dans cette entreprise qui s'appelait la cartoucherie comme armurier? Enfin, il se faisait appeler armurier. Oui. Mais c'est possible. C'est possible, mais alors là, ça me dépasse, mais vous pouvez avoir le renseignement, puisque cette usine existe encore, et qu'ils ont certainement un état du personnel, quoique ce soit un peu vieux, mais enfin, oui, c'est possible. Mais moi, je ne pouvais pas le connaître. Madame Pau, vous travaillez à l'atelier du Mans à la direction du personnel et vous avez très gentiment regardé dans les archives si vous trouviez une Denise Lecoq et un monsieur Lecoq qui auraient travaillé ici en 1939 et 1940. Alors, qu'avez-vous trouvé? Eh bien, effectivement, après quelques recherches dans les archives, nous avons retrouvé un monsieur Lecoq ainsi qu'une Denise Lecoq qui semblerait être sa fille parce qu'elle est née également à Rennes. Alors là, nous avons un dossier où à l'intérieur nous voyons donc monsieur Roger Lecoq, né le 1er novembre 1897 et qui habitait donc 3 quai Lamennais à Rennes. Alors ce monsieur est resté longtemps dans l'entreprise? Eh bien non, puisqu'il a été rayé des cadres le 15 juin 1940. Alors concernant Denise, voilà, on a une photo de Denise Lecoq, effectivement, habitant 105 rue du Miroir. C'est une rue connue au Mans, ça? C'est une rue au Mans, oui, c'est une rue assez ancienne déjà du Mans. Alors là, nous n'avons pas malheureusement la ville de naissance de Denise. Non, mais nous avons un extrait d'acte de naissance. Alors attendez, faites-moi voir. Alors vous pouvez me le lire, cet extrait de naissance, madame? Il s'agit de Denise Lucienne Lecoq, fille de Roger Maurice Alphonse Toussaint Lecoq et de Lucienne Eugénie Marie Lebru, née à Rennes le 25 septembre 1921. Alors là, l'on peut voir donc 1921, donc Denise Lecoq en 1942 aurait eu 21 ans à peu près, hein. Donc il peut s'agir de la bonne Denise Lecoq. Alors ce qu'il faudrait voir maintenant, c'est voir bien évidemment à la mairie de Rennes, eh bien, si nous retrouvons la trace de Denise, et c'est ce que nous allons faire maintenant, nous allons téléphoner immédiatement à la mairie de Rennes. Bien sûr, M. Schmitt, muni de cette date précise, de cet extrait de naissance, pièce fantastique, parce qu'on ne pouvait pas penser qu'on tomberait immédiatement comme ça sur l'extrait de naissance de Denise, nous téléphonons à l'état civil de Rennes. Vous savez, monsieur, que dans le grand livre des naissances, il y a en face de chaque naissance une ligne qui reste vierge tant que le décès n'a pas été connu. Hélas, à Rennes, cette ligne était remplie. En effet, nous apprenons que Denise a disparu en 1956. Et précisément, le lendemain de Noël 56, le 26 décembre 1956. Mais, bien sûr, nous n'avons pas voulu, M. Schmitt, en rester là. En 1956, à la mort de sa maman, votre fils, Félix, a donc 13 ans. Qu'est-il devenu, lui? Nous avons donc continué notre enquête et je vous demande de regarder, M. Schmitt.
C'est ici, dans cet immeuble situé juste derrière moi, au 227 bis rue Marcadet, que Denise a vécu de 1954 à 1956. Très précisément, au premier étage, cette petite fenêtre que vous voyez, au premier étage, au milieu, eh bien, c'était la chambre de Denise et elle a vécu là jusqu'à sa mort. À l'époque, cet immeuble était un hôtel qui s'appelait l'hôtel Beau Séjour. Et par chance, nous avons retrouvé les anciens propriétaires de l'hôtel qui n'ont pas quitté l'immeuble. En effet, ils habitent un appartement au premier étage, presque dans la chambre de Denise. Alors nous sommes allés les trouver et nous leur avons demandé les circonstances de la mort de Denise. Denise s'est suicidée chez son ami, rue Legendre, au gaz. Et c'est son ami qui l'a trouvée en rentrant dans la nuit, morte, quoi. Vous pensiez que Denise était capable de faire une chose pareille ? C'est-à-dire, Denise était assez exubérante. La moindre joie, elle était très contente. Et la moindre contrariété, ça prenait des proportions énormes. Elle était facilement dépressive. Dès que ça ne marchait pas comme elle voulait, quoi. Elle était très, très dépressive quand ça n'allait pas. Voilà. Alors, monsieur et madame Bellisson, nous recherchons aujourd'hui le fils de Denise. Et il devait avoir à l'époque, en 1956, 13 ans. Est-ce que vous vous souvenez d'un jeune garçon qui était avec Denise à l'époque? Oui, elle avait un fils qui était en nourrice chez une concierge dans le quartier, mais il était plus jeune que ça. J'ai l'impression qu'il avait peut-être 7 ou 8 ans, mais il n'avait pas 13 ans. Et ce monsieur Schmitt a raison. L'enfant qui vivait avec Denise, au moment de sa mort, était un deuxième enfant, qu'il a vu par la suite, prénommé Christian, et dont nous avons d'ailleurs retrouvé la photo. La voici. Mais l'autre, Félix, votre enfant. Alors très vite, nous nous sommes rendus compte que Denise avait bien un fils aîné, âgé de 13 ans en 1956, mais ce fils n'est pas appelé Félix, mais Daniel. Revenons à la piste de la concierge. Écoutez. Vous me parlez d'une concierge qui serait dans le quartier. Qui serait dans le quartier, oui. Mais elle était dans le quartier à l'époque. Est-ce qu'elle est encore dans le quartier aujourd'hui? Ça, je ne sais pas, mais j'ai un voisin, là, un ami que je connais, qui était épicier dans la rue Marcadet, un peu plus loin que chez moi, et qui pourrait certainement, à la rigueur, vous donner des renseignements plus complémentaires, puisqu'il connaissait ses clientes qui venaient acheter des provisions chez lui. Vous pourriez me donner son nom et son adresse? Oui, c'est monsieur Tom Zach, qui habite l'immeuble à côté, au 227 rue Marcadet. Suivant les informations des anciens hôteliers de la rue Marcadet, nous avons retrouvé monsieur Tom Zach qui est ici à côté de moi. Alors monsieur Tom Zach, vous étiez à l'époque épicier, vous teniez un commerce, une épicerie dans la rue Marcadet et paraît-il vous avez bien connu Denise. Alors comment elle était Denise? Monsieur, je connaissais Denise, c'est une grande fille, comme beaucoup, elle était très gentille, bien habillée, belle femme. Alors, monsieur Tom Zach, on nous a dit que vous connaissiez peut-être une concierge qui, à l'époque, était la nourrice d'un enfant ou du fils, paraît-il, de Denise. Est-ce que vous connaissez cette concierge? Oui, monsieur, je connais cette concierge-là. Je peux vous-même accompagner si vous voulez. C'est très loin d'ici? C'est pas loin. Bon, eh bien, écoutez, monsieur Tom Zach, allons-y ensemble, s'il vous plaît, tout de suite. Merci. Madame, nous recherchons un fils de Denise qui s'appelle Félix ou Daniel. Est-ce que vous connaissez ce prénom? Je connais Daniel. Ah, alors ça c'est très important. Comment vous le connaissiez? C'est vous qui aviez la garde de Daniel? Non, je n'avais pas la garde de Daniel. J'ai gardé Christian. Parce que Daniel était souvent chez des amis qu'elle avait dans le square Carpeau. C'est tout. C'est-à-dire c'était une autre personne qui gardait donc Daniel à Paris. À Paris et à Toulon. Alors vous me dites Toulon, c'est-à-dire que cette famille vivrait à Toulon? Je crois qu'il vivait à Toulon. Soit disant que sa sœur vivait à Toulon et qui gardait Daniel. Est-ce que vous vous souvenez du nom de cette famille? Je ne me rappelle pas son nom. Ça, je ne pourrais pas vous dire. Est-ce que vous savez ce que faisait le père? Je sais qu'il travaillait dans la marine.
Nous venons de visiter tous les immeubles de la rue du Square Carpeau et nous avons trouvé où habitait le petit Daniel Félix à l'époque, ici au 10 de cette même rue, dans cet immeuble. Il était gardé par la concierge qui s'appelait Madame Yvonne Meyer. Malheureusement, celle-ci est décédée depuis. Alors nous avons cherché dans tout l'immeuble si des locataires se souvenaient du petit Daniel Félix et nous avons trouvé une vieille dame de 90 ans qui se souvenait de lui. Et elle nous a dit qu'à la mort de la concierge, eh bien celui-ci était parti chez des parents à Toulon, chez un monsieur certain. Donc voilà Pierre, nous pouvons résumer notre histoire. Eh bien nous savons maintenant que monsieur certain, qui travaille donc à la marine de Toulon, a donc accueilli le petit Daniel Félix. Et je pense qu'en appelant la marine de Toulon, nous aurons son téléphone et nous pourrons retrouver ainsi Daniel Félix. Il est absolument certain, monsieur Schmitt, que lorsqu'elle quitte la Belgique, Denise repousse tout ce qui vous concerne, y compris le prénom que vous avez donné en accord avec elle, vous l'avez dit tout à l'heure. Mais ce prénom de Félix, il vient quand même de vous. D'accord? C'est le prénom d'un ami cher qui est tombé, vous l'avez dit tout à l'heure. Mais cela dit, ça vient de vous. Et donc, elle ne veut plus rien, visiblement. Hein? Donc, elle donne un autre prénom. Est-ce que, dans vos souvenirs, je sais bien que c'est extrêmement difficile, est-ce que vous avez le sentiment que, lorsque vous aviez discuté des prénoms de l'enfant, parce qu'on en discute toujours, bon, est-ce que ça vous dit quelque chose, ce prénom de Daniel, qu'elle vous aurait évoqué ce prénom? Rien du tout. Pas du tout. Non, il n'y a pas eu de discussion, il n'y a jamais eu de... Tout ça a été toujours... ça tournait normalement, il n'y avait pas de discussion sur rien à cette époque-là. Je comprends. Alors, nous avons tout simplement téléphoné à Toulon, à l'Arsenal de Toulon. Et nous avons obtenu l'adresse de ce monsieur Certain. Et nous avons eu en ligne, nous avons au téléphone monsieur Certain, qui est un homme tout à fait charmant. Mais monsieur Certain n'a pas voulu paraître dans cette émission et nous avons respecté, bien sûr, ses volontés. Seulement, monsieur Certain nous a appris une chose essentielle, monsieur. C'est que Denise a fait adopter Daniel Félix de son vivant. D'ailleurs, nous avons une photo de Daniel Félix à ce moment-là. Ça vous dit quelque chose, peut-être, d'un seul coup, d'un seul ce visage. Bien. Alors, il faut bien l'avouer, aujourd'hui, depuis son retour en France, jamais Denise n'a réussi à retrouver son équilibre. C'est très, très évident. Et sentant sa volonté vaciller, elle a voulu donner des parents à Félix et elle a eu le courage de signer l'abandon de ses droits maternels au profit de la famille Certain, sûre que son fils aurait son avenir assuré auprès de ces gens qu'elle connaissait et en qui elle avait toute confiance. L'enfant prend donc tout naturellement le nom de Certain. Je ne peux que les remercier de ce geste. Et en 1955, lors de l'adoption définitive, on rajoute un prénom devant Félix, si bien que désormais, alors d'une manière tout à fait officielle, peut-être que jusque-là c'était simplement la tradition donnée par la mère, pour l'état civil, le fils que vous avez eu avec Denise s'appelle Daniel Certain. Sur la lettre que vous nous écriviez il y a quelques semaines, juste avant votre signature, monsieur Schmitt, vous avez écrit et souligné « Enfin savoir ». Eh bien, je pense que dans un instant, ce sera chose faite. Nous avons retrouvé votre fils, monsieur Schmitt. Et alors, vous allez voir comme le destin a des hasards tout à fait étonnants. Cet enfant de l'amour, on peut le dire, cet enfant de l'amour, conçu en Allemagne, vit depuis des années en Allemagne. C'est pas possible. Si, à Berlin, où il a d'ailleurs brillamment réussi. Il tient plusieurs boutiques de photographie. Il est marié, il a 2 enfants de 15 et 13 ans, prénommés Guy et Sylvie. Il est parfaitement heureux dans son mariage. Alors, nous l'avons eu au téléphone, et il a été tout à fait bouleversé à l'idée que l'homme qui avait aimé sa mère le recherchait. Il était, jusqu'à cet instant, dans un petit salon que nous avons ici, et il vient finalement d'apprendre, comme vous, toute la vérité sur les circonstances qui vous ont séparés depuis 39 ans. Maintenant, il est là, monsieur, dans ce studio. Il a accepté de venir ici vous rencontrer. C'est extraordinaire. Monsieur Schmitt, j'ai la joie de vous présenter monsieur Certain, le fils que vous avez eu avec Denise. Le voici.
Je crois qu'on ne peut pas douter, en vous voyant tous les deux l'un à côté de l'autre, monsieur, que vous avez quelque chose de monsieur Schmitt. Monsieur Schmitt qui ne peut plus parler. Monsieur Certain, vous ne vous avez pas cru quand nous vous avons appelé. A priori, vous ne nous avez pas cru. Non. Parce que finalement, vous aviez une toute autre version. Oui, c'est exact. Oui. Finalement, pour ne pas raconter son histoire, une histoire qui était douloureuse, votre mère avait dû se construire une histoire à elle. Et finalement, elle ne voulait même pas que vous soyez son fils, presque. Elle vous racontait qu'elle vous avait... qu'elle vous a acheté... Enfin, sa version était que, au moment de ma naissance, j'ai été échangé, qu'elle était pas ma mère, qu'elle m'avait recueilli. C'est tout. Oui. Elle avait tiré un trait complet, pour des raisons complexes et que nous ne connaîtrons jamais totalement. Et voyez-vous, nous avons remonté de mairie en mairie, d'état civil en état civil, et nous pouvons vous garantir que nous ne nous sommes pas trompés dans notre démarche. Et ce qui a été très important pour nous, je ne vous le cache pas, et je suis très ému ce soir, parce que lorsque nous vous avons vus successivement, l'un et l'autre, nous avions la confirmation que nous ne nous étions pas trompés, parce qu'il ne peut pas y avoir des hasards comme celui-là qui fassent que vous, qui n'avez jamais rencontré l'homme qui est à côté de vous, vous puissiez lui ressembler. Donc c'est totalement impossible. Et il n'y a aucun doute. Vous allez maintenant pouvoir en discuter très longuement, mais vous pouvez être certain que M. Schmitt est l'homme qui vous a mis au monde il y a très longtemps de cela, monsieur. Je suis ravi que vous soyez l'un à côté de l'autre. Je ne sais pas s'il est possible de renouer des contacts quand tout a été si longtemps distendu. Cela dépendra de vos caractères, de tout ce qui va se passer maintenant. Mais je pense qu'il était important pour vous, comme pour M. Schmitt, de savoir. Oui, hein, c'était le plus important pour moi. C'était de savoir, mais de savoir vraiment la vérité. Et c'est ce qui m'a fait douter au début, c'est que ce soit rien qu'une émission de radio ou de télévision qui n'est qu'un intérêt, c'est de raconter quelque chose qui fasse plaisir au public, mais pas à nous-mêmes. Oui. Et enfin, je crois que c'était... Est-ce que nous avons, monsieur, je voudrais vous le dire franchement, et monsieur Schmitt aussi, est-ce que nous avons, comme nous en avions convenu, respecté la discrétion qui était nécessaire? Parfaitement, c'est presque pas croyable. Merci pour ce compliment, merci mille fois, monsieur. Extraordinaire. Extraordinaire, j'en reviens. Vous savez, la discrétion est également maintenant pour nous, et ça ne nous regarde pas ce qui va se passer maintenant. J'ai préparé un dîner pour vous rassembler maintenant, bon, pour que ça continue, bien sûr, après l'émission, puis après ça dépendra de vous. Mais je crois que vous avez des tas de choses à vous dire. Elle ne nous regarde pas du tout sur ce plateau. Vous allez donc maintenant rejoindre Marie Scorson qui vous attend. Et je crois que vous allez beaucoup vous parler tous les deux maintenant et ne pas regarder la fin de mon émission. Mais ça, je ne vous en veux pas. Bon, monsieur.